Monsieur Renoir, là où on est maintenant, il n'y a aucun élu en Haïti. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on aurait pu facilement éviter? Oui, on aurait dû l'éviter, on aurait pu l'éviter, mais c'est comprendre aussi la complexité de la crise politique haïtienne avec les acteurs que nous connaissons. Et le président Jovenel Moïse n'a pas su faire des élections depuis 2016. Nous sommes en 2023 aujourd'hui. Depuis 2016, il n'a pas su organiser des élections. C'était pareil avant aussi, dans d'autres circonstances, que ce soit sous Préval ou sous Martelly, etc. Organiser des élections, ça a été toujours des difficultés. Donc, l'absence d'organisation d'élections, l'absence d'élections a fait que le Parlement haïtien n'a pas pu se renouveler à temps. Et ça a creusé un trou énorme dans le système démocratique. Quand vous n'avez pas de Parlement, vous n'avez pas d'élus légitimes face à un pouvoir exécutif. Donc, le pouvoir exécutif, c'est son seul maître à bord. C'était le cas de Jovenel Moïse en 2020, quand il a constaté la caducité du Parlement sans avoir pu faire des élections. Bon, ce n'est pas sa seule faute. Si je parle ici au présent, Jovenel n'y est plus. Mais c'était aussi la faute des parlementaires et de la classe politique en général. Trouver un modus operandi pour monter un conseil électoral, pour accepter une loi électorale et organiser des élections, c'est toute une traversée du désert en Haïti. C'est la croix et la bannière. Donc, ce qui fait que, effectivement, on s'est retrouvé là maintenant en 2023, deuxième lundi de janvier, sans les 10 derniers parlementaires, sénateurs qui restaient au pouvoir. Le président a été assassiné, il n'y a pas eu d'élection et depuis 1 an et demi plus maintenant, voilà, on est dans une situation politique très spéciale. Et malgré tout, en dépit de l'absence du président, on sait la transition a été très, très difficile avec tout ce qu'on sait. On n'a pas réussi. Je sais que vous, de votre côté, votre parti a tenté de calmer un peu le ton, de trouver une solution. Comment expliquer, même après le départ de Jovenel Moïse, on n'a pas su trouver une bonne formule de gouvernance, encore moins pour arriver aux élections jusqu'à date? Vous savez, moi, ma compréhension est que il est difficile d'implanter la démocratie dans un pays sans qu'il y ait des démocrates. C'est la fameuse question, le dilemme de la poule et de l'œuf. Qu'est-ce qui vient avant? Est-ce qu'on installe la démocratie, puis on fait les démocrates, ou bien on forme les démocrates et puis ensuite on installe la démocratie? Je crois que nous n'avons pas su trouver cet équilibre en Haïti. Et la mort de Jovenel Moïse offrait une opportunité malheureuse au pays, mais qui pourrait déboucher sur quelque chose de très positif pour, je veux dire, recoller les morceaux dans la société, ressouder les Haïtiens entre eux et nous faire prendre conscience de la fragilité de la vie et aussi de la fragilité du système dans lequel le pays vit, le système démocratique. Malheureusement, le Premier ministre actuel, Dr Ariel Henry, n'a pas su s'élever à la hauteur de la crise pour proposer des solutions qui auraient pu, aujourd'hui, mes amis, rendez-moi fou sage, on est 2 ans pratiquement après la mort de Jovenel Moïse, on aurait pu déjà organiser des élections et on aurait pu avoir toutes les institutions démocratiques debout. Mais ça n'a pas été le cas. Chacun est venu avec une solution, chacun voulait imposer sa solution. Lui, il avait la sienne, il a réussi à l'imposer avec le soutien de la communauté internationale. Donc, on en est là aujourd'hui. Mais maintenant, c'est quoi la conséquence actuellement, M. Renoir? La conséquence, c'est que nous sommes dans une forme de dictature. Il y a un seul homme au pouvoir qui décide de tout, qui prend toutes les décisions, et il est seul. Et on ne peut pas parler de démocratie. Et parce que la démocratie oblige qu'il y ait les 3 pouvoirs réunis dans un équilibre, dans une interaction pour faire marcher les choses. Mais là, il n'y a que le docteur Ariel Henry comme Premier ministre qui est au pouvoir et qui décide de tout. Donc c'est une forme d'autocratie, démocratie et de dictature. Quand on regarde la gouvernance de M. Ariel Henry, justement, pendant ces 2 dernières années, comment c'est difficile, même avec la presse, de communiquer avec lui. Les tentatives qui ont été faites pour trouver une entente pour mieux gouverner, ça n'a pas abouti. Est-ce qu'il n'y a pas raison de croire qu'on est vraiment sur la mauvaise pente avec la gouvernance de M. Henry? Bien sûr qu'on est sur la mauvaise pente et je crois qu'on est au fond du trou même. Il faut un effort important pour relever Haïti, tant sur le plan économique, social que sur le plan sécuritaire. On n'a pas abordé cet aspect, mais sur le plan politique aussi.
tirer Haïti du trou où il est, c'est pouvoir organiser de nouvelles élections, renouveler les institutions, mais aussi permettre l'émergence d'une nouvelle classe politique qui est plus consciente, plus sensibilisée par la cause des plus pauvres et des plus démunis, mais plus aussi attachée au principe de la démocratie. Et je crois que la situation actuelle devrait nous apprendre beaucoup de choses. Nous devons tirer des leçons de cette situation inédite dans laquelle le pays se trouve pour le moment, afin de vraiment ne pas répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Regardez, nous devons attendre que le Canada décide, que les États-Unis décident s'ils doivent envoyer des troupes en Haïti pour assurer la sécurité. Nous devons attendre que des fonctionnaires américains partent derrière les dirigeants haïtiens pour leur demander d'écouter, faire un effort pour trouver un consensus plus large entre vous. Vous voyez, nous sommes dans une situation où nos dirigeants laissent l'impression qu'Haïti est un pays infantilisé, un pays qui doit être pris en charge par d'autres, mais pas par les Haïtiens eux-mêmes. Ils sont incapables de trouver cette formule magique, entre guillemets, d'entente nationale. Et nous, je parle maintenant pour unir le parti que je dirige, nous avons fait l'effort qu'il fallait pour parler, pour pousser, pour encourager à trouver à organiser un dialogue et trouver un consensus. Malheureusement, vous voyez, ça n'a pas pu avoir lieu. Et voilà, on en est là aujourd'hui à la situation où le Premier ministre est seul maître à bord. Et ça crée beaucoup de problèmes pour organiser des élections crédibles, inclusives, parce qu'il n'a pas la confiance de la classe politique, des acteurs politiques. Il n'a pas la confiance de la population pour prendre tout ça sous sa responsabilité seule, personnelle, pour organiser des élections qui seraient la porte de sortie à la crise. Est-ce que quelque part, le Premier ministre Ariel Henry n'attendait pas de telles situations pour pouvoir avoir le plein contrôle, et qu'est-ce qu'on doit espérer vraiment après ce déclic, je dirais, de cette semaine? Il n'y a plus d'autorité élue comme telle. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de la situation. Je crois que le docteur Ariel Henry doit comprendre que nous sommes au XXIe siècle. On ne peut pas retourner dans les régimes autocratiques du 19e, du début du 20e siècle, où quelqu'un pourrait prendre le pouvoir et le garder indéfiniment sans dire qu'il est un dictateur. Il n'a jamais été élu, bon, il garde le pouvoir. Ça, c'est pas possible. Il va falloir trouver un moyen de mettre les Haïtiens ensemble, je dis une prise de conscience de sa part et de la part des autres aussi, pour trouver un consensus et organiser des élections. J'allais ajouter le mot qu'on dit souvent, organiser les élections au plus vite, mais je dois vous dire que vous connaissez aussi bien que moi la situation d'insécurité en Haïti qui fait que, bon, on ne peut pas penser à organiser des élections dans ce climat délétère, ce climat d'insécurité. Et ça fait l'affaire d'Ariel Henry aussi. Il le savait, il est malin. Il n'a pas cherché à résoudre le problème d'insécurité, de telle sorte que, bon, voilà, mais chacun se rendra compte qu'il était possible d'aller organiser des élections dans les conditions d'insécurité, donc il restera le plus longtemps au pouvoir. Mais à quoi ça va servir? Ça va lui servir peut-être à faire quelques mois, quelques kilomètres en plus à rester au pouvoir, mais au bout du compte, au bout du bout, c'est Haïti qui perd. Ce sont les Haïtiens qui sont en ligne, ils se bousculent pour partir chaque fois, au Brésil, au Chili, aujourd'hui les États-Unis, la République dominicaine et ailleurs. C'est un pays qui se délite, le pays se dégrade, le pays se désagrège même, je dirais. Donc, il faut cette prise de conscience. C'est pas une dictature, c'est pas la mainmise d'un seul homme sur le pouvoir, même s'il avait l'appui de la communauté internationale qui va arranger les choses dans le pays. Et on a besoin d'un pays qui fonctionne, qui marche, d'un pays où il y a des investisseurs qui arrivent, des touristes qui viennent, et il y a une économie qui fonctionne, il y a une jeunesse qui reprend l'espoir de pouvoir vivre. C'est tout ça qu'il faut à Haïti. C'est pas le contrôle d'une personne qui pense pouvoir changer les choses seul. On va regarder la question de la sécurité, l'immigration, comme vous venez de le citer. Mais Clarence Renoir, c'est quoi la réalité maintenant, socio et économique du pays? C'est une situation de désespérance totale, je dirais.
j'exagère en disant total, mais majoritairement, les Haïtiens vivent dans le désespoir. Et comme je vous dis, la dernière image qui vous parvient d'Haïti aujourd'hui, c'est l'image de jeunes qui se bousculent devant l'immigration pour aller faire un passeport, parce que les Américains disent qu'ils vont essayer de recevoir quelques milliers d'Haïtiens par mois pour une occasion humanitaire. Donc, à partir de ce moment, vous voyez les gens qui se bousculent pour partir, ça fait honte à nous tous. On a tous une raison de partir parfois pour aller étudier, pour aller peut-être travailler. Mais regardez cette foule de gens qui se battent pour le faire. À revenir sur des images du Chili, quand les Haïtiens partaient en masse aussi au Chili, au Brésil, ça vous dit quelque chose. Ça vous dit qu'il y a une grande désespérance dans le pays, que les Haïtiens vivent très mal. Et si vous voulez des chiffres de cette vie, des chiffres, c'est quoi? C'est 70% de chômage dans le pays. Et incroyable. Qui souffrent plus du chômage, c'est les jeunes qui ne travaillent pas. C'est 40 et plus % d'inflation dans le pays. C'est-à-dire la gourde haïtienne ne vaut plus rien par rapport au dollar parce que nous ne produisons rien, nous importons tout et la vie devient de plus en plus chère. Et c'est pour décrire aussi la vie des Haïtiens, c'est un pays totalement encerclé par des gangs. Justement, ça c'est l'autre point que j'allais justement souligner. Ah ben voilà, ça fait partie, si vous voulez, du lot pour comprendre la vie sociale aussi. C'est-à-dire les gens ne peuvent même pas se déplacer pour aller vaquer à leurs occupations coutumières journalières et dans cette misère. Et j'allais ajouter pour vous comme autre chiffre pour comprendre la réalité, c'est que nous avons au moins 40 à 50 plus de 40% de la population qui vit dans l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas manger à leur faim chaque jour et qui n'ont pas $1 ou $2 américains par jour pour manger. Vous pouvez comprendre que pris sur 11 millions d'habitants, 4 millions, 5 millions d'habitants se trouvent dans cette situation. C'est vraiment le grand désespoir. Mais on va faire la transition très rapidement. Comment on n'arrive pas jusqu'à maintenant, Clarence Renaud, à trouver même un palliatif pour la question de sécurité en Haïti, en dépit des efforts, des discours qui ont été faits? On sait que la police a été longtemps politisée, c'est pas une force très puissante, mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucune façon de gérer cette crise? Certainement, il y a une façon de gérer la crise, mais écoutez, quand la crise est créée de l'intérieur, quand la crise est maintenue de l'intérieur par des mains puissantes, politique et économique, vous pouvez comprendre que c'est difficile de résoudre une crise pareille. C'est comme un malade à qui vous prescrivez des médicaments, mais qui ne prend pas ses cachets, donc il veut être malade. C'est son choix d'être malade. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que la situation d'insécurité peut avoir plusieurs façons de l'étudier. Il y a la crise économique, il y a la crise sociale, qui génère l'insécurité. Je vous ai parlé de chômage à 70% qui frappe les jeunes. Oui, vous voyez, c'est un jeune sans travail, c'est un jeune qui est un potentiel délinquant peut-être, parce qu'il a besoin de vivre, il a envie de vivre. C'est une bombe sociale à retardement s'il ne travaille pas, s'il n'a aucun espoir. Mais quand l'insécurité est créée de l'intérieur par des politiciens véreux, par des hommes d'affaires qui, pour maintenir leurs mains sur les richesses du pays, montent des gangs, financent des gangs, alimentent les gangs en armes et en munitions, alors là, vous comprenez que c'est très difficile. Vous avez dit, la police est politisée. Pourquoi? Parce que il y a des hommes politiques qui pensent qu'il faut avoir des groupes de policiers à leur disposition pour pouvoir organiser leur trafic. Parce que la police est politisée aussi quelque part parce qu'elle est aux mains de forces économiques qui l'utilisent dans la contrebande, etc. La police est faible parce que cette police n'est pas bien traitée, je veux dire, de manière à prendre en charge les policiers, à leur donner une assurance, à être bien traités, bien un salaire bien rémunéré. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les policiers vont travailler avec les gangs. Ils vont se convertir en bandits. Donc voilà une situation d'insécurité qui est difficile à résoudre. Et c'est pourquoi je ne sais pas si vous avez noté une
hésitation des pays étrangers à vouloir envoyer des troupes en Haïti. Mais justement, on est au Canada, ça fait l'actualité. C'est l'un des points que j'ai voulu aborder exactement avec vous, Clarence Renoir. Comment voir l'international dans tout ça? Bon, l'international a un rôle à jouer. Écoutez, le Canada a longtemps travaillé avec les États-Unis et la France à la formation de la police nationale. C'est bien, mais il ne s'agit pas de former un policier ou un militaire et le laisser dans un environnement de corruption, dans un environnement politisé, justement, comme je vous l'ai dit tantôt. Le travail n'a pas été fait pour permettre à Haïti de pouvoir se prendre en charge. Parce que former un policier, et c'est une chose, mais s'il vit dans un environnement avec une majorité d'autres policiers qui eux-mêmes n'ont pas de formation et qui eux-mêmes sont corrompus, eh bien bon, voilà, il est seul. Mais qu'est-ce qui a échappé à la communauté internationale, les États-Unis et le Canada particulièrement? Est-ce qu'ils ont voulu laisser les policiers comme ça à la dérive ou bien ils n'ont pas compris? Comment on est arrivé là quand même? On se rappelle, dès le début, la police a été justement formée dès les premières promotions par la communauté internationale. C'est comme quelque part, c'est leur échec aussi de constater que tous ces agents, les Nations Unies, etc. Et puis là, on arrive à 20, 25, 30 ans plus tard à tout un chaos, quoi. Oui, bon, bien sûr que l'échec d'Haïti, c'est l'échec de la communauté internationale. Bien sûr aussi, l'échec d'Haïti, c'est l'échec des Haïtiens. Ça, absolument. Le nier. Vous voyez? Ouais, le nier. Mais ce que je veux dire, c'est que la communauté internationale a mal abordé la résolution de la crise haïtienne. On ne peut pas résoudre la crise haïtienne avec des solutions étrangères, des solutions qui sont étrangères aux Haïtiens. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Il y a une culture en Haïti. Il y a une manière de faire en Haïti. Et il faut que, parce que la situation elle est complexe aussi, la situation d'Haïti. Il faut comprendre tout ça. Qui aurait pu imaginer, je vais prendre un exemple simple, qui aurait pu imaginer que des hommes d'affaires d'une des familles les plus riches d'Haïti étaient impliqués dans le kidnapping, dans les enlèvements crapuleux. Mm-hmm. Voilà, c'est les Brandt. Un des Brandt arrêté depuis 2015, encore en prison aujourd'hui. Qui aurait pu penser que des hommes d'affaires qui ont pignon sur rue seraient de connivence avec les gangs? Et qui aurait pu penser qu'un parlementaire, un sénateur de la République, un député, aurait pu aussi être de mèche avec des gangs, des bandits armés? Vous voyez, les étrangers ne comprendront pas ça. Mm-hmm. Jusqu'à ce que, finalement, ils le comprennent, ils prennent des sanctions, etc. Comment imaginer si c'est vrai? Et parce que je n'ai pas la preuve, je ne peux pas le proclamer comme tout le monde. Si c'est vrai, comment imaginer que des anciens premiers ministres, un ancien président de la République, c'est pas le seul d'ailleurs, soient impliqués dans des relations avec des gangs? Mm-hmm. C'est le monde à l'envers. Donc c'est pour ça que je vous dis que le problème a été mal abordé par la communauté internationale et c'est pour ça que les solutions ne sont pas adaptées aux réalités haïtiennes. Et aujourd'hui, la nécessité se pose de favoriser l'émergence d'une nouvelle classe politique dans le pays qui ne soit pas impliquée dans la corruption, qui ne soit pas impliquée dans les comportements traditionnels que nous connaissons des hommes politiques haïtiens, chacun doit avoir un groupe armé avec lui, etc., pour que nous puissions redonner naissance à une nouvelle chance, je dirais, à la démocratie, à l'expérience démocratique en Haïti. Et si cette nouvelle chance est donnée, cette nouvelle naissance est donnée à la démocratie, eh bien, elle doit être aussi encadrée économiquement. Mm-hmm. La communauté internationale ne peut pas se retirer, sachant que, mais bon, oui, aujourd'hui, Haïti a organisé des élections. C'est fini. Non. Il faut un support économique puissant, majeur, pour permettre à Haïti de retomber dans les mêmes travers. On va conclure tout à l'heure cette entrevue, Clarence Renoir, avec justement les pistes de solutions dont vous venez de citer quelques-unes. Mais bien avant, 13 ans après ce grand tremblement de terre qui a coûté la vie à, on le dit, au moins 300 000 personnes, c'est quoi le constat maintenant qu'il faut faire ce 12 janvier? Le constat qu'il faut faire, c'est le constat que j'ai entendu dans certaines radios ce matin. Un constat d'échec aussi. Quand je dis échec,
c'est qu'on avait cru qu'il y avait là une occasion pour reconstruire Haïti avec l'aide internationale, mais l'aide a été détournée, mal gérée, pas seulement par les Haïtiens, mais aussi par les étrangers qui étaient venus pour ça. Et le constat est que rien n'a été fait. Il y a quelques symboles majeurs que je pourrais vous citer, qui ne sont pas remis debout depuis le Palais national, la cathédrale de Port-au-Prince. La cathédrale de Port-au-Prince est une institution religieuse importante qui a été construite au début du 19e siècle. C'est un patrimoine. Un patrimoine qui est tombé le 12 janvier, mais depuis, les prêtres vivent sous des tentes encore. L'Église a une sorte de construction qu'on appelle une cathédrale transitoire. Jusqu'à présent, elle n'est pas reconstruite. 13 ans plus tard. Le Palais national, n'en parlons pas. Maintenant, ce qui est plus grave dans ce constat, à part les familles qui sont toujours, comment dire ça, touchées par le deuil, la disparition de personnes, il y a des handicapés, etc. Mais quand vous regardez le centre-ville de Port-au-Prince, vous allez comprendre que rien n'a été fait. Parce que le centre-ville de Port-au-Prince, à part quelques bâtiments, et notamment celui de la BRH qui a été construit pendant et après le tremblement de terre, il n'y a rien dans le centre-ville de Port-au-Prince que c'est comme une zone abandonnée aux bandits, abandonnée aux détritus, abandonnée... C'est incroyable ça. Voilà, c'est ça la réalité de ce pays. Je ne peux pas le dire moi-même en tant qu'Haïtien pour comprendre que je le dis avec plaisir. C'est un constat amer que je fais. Et c'est un constat amer que je fais et qui me dit à moi, comme personne engagée dans la politique, que le relèvement d'Haïti prendra du temps, ça demandera beaucoup de courage, ça demandera beaucoup d'implication des Haïtiens de l'étranger, des Haïtiens de partout pour aider à relever ce pays qui est vraiment au fond du trou. C'est sur cette note justement qu'on va finir, mais Clarence Renoir, j'aimerais absolument vous entendre sur les pistes de solutions à très court terme. Maintenant, à moyen terme et à long terme, d'une façon générale, on a parlé de la situation socio-économique, l'insécurité, les élections qui doivent se faire. Par où on devait commencer? Bon, je vais les citer, je ne vais pas entrer dans les détails. Je crois qu'il faut d'abord que les Haïtiens puissent trouver entre eux un consensus. Entre les partis politiques, la société civile et tout, trouver un consensus pour déterminer un chemin à prendre pour sortir de cette période je dirais, de vide politique, de vide institutionnel et d'absence totale de la démocratie. Donc, ça veut dire aller à des élections. Pour y arriver, il faut absolument l'aide de la communauté internationale dans les deux sens, je dirais. Dans le sens de la sécurité, c'est absolument important. On ne peut pas croire que la police haïtienne va pouvoir seule résoudre le problème de l'insécurité avec les gangs qui sont très armés, très actifs et qui encadrent la capitale et qui sont partout dans le pays. Donc, il faut une assistance de la communauté internationale à Haïti pour sortir de cette situation. Ensuite, élection, il faut définitivement un changement de cap. Il faut un renouvellement de la classe politique, pas dans le sens de remettre les mêmes aux mêmes positions, mais il faut absolument encourager l'émergence d'une nouvelle classe politique. Mettre les femmes, impliquer les femmes davantage dans le pouvoir, dans la gestion du pouvoir en Haïti, pour pouvoir aller de l'avant. Ce sont là quelques pistes de solutions que je pourrais dire. Il y a aussi le fait que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut des investissements importants en Haïti pour ne pas laisser le pays encore aux mains d'une certaine mafia économique et politique qui, si cette mafia n'est pas au pouvoir, n'a pas le contrôle du pouvoir, mais vous savez ce qui est arrivé au président Jovenel Moïse. Voilà. C'est je veux dire, l'exemple imparfait, l'exemple qui nous montre justement que le pouvoir en Haïti peut être fragilisé par des gens qui, pour des raisons de trafic, pour des raisons de contrebande, se retournent contre le pouvoir établi, le pouvoir de l'État, déstabilisent l'État pour pouvoir contrôler le pays. Donc c'est un pays en faillite et cette faillite est causée
par ces multiples facteurs, ces multiples acteurs, que ce soit dans la communauté internationale ou la communauté internationale, qui, n'ont pas pu, jusqu'à présent, comprendre la réalité haïtienne ou être sensibilisés aussi par la situation d'Haïti pour dire, il nous faut ensemble, Haïtiens et étrangers, faire un effort pour sortir ce pays qu'on appelle tout le temps, qu'on répète à tout bout de champ, le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord, etc., etc. Pour sortir de ça, il faut un effort national et international. Clarence Renoir, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le chef du parti UNIR. Vous avez mis du temps pour nous, on a apprécié ça. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Puis à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup, bon travail.